Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, au sommaire, la visite de Marisol Touraine, ministre de la Santé en Finistère. Elle a annoncé l'arrivée d'un IRM mobile à l'hôpital de Carhaix en 2017. Les écoles d'Iwan manquent de professeurs pour la rentrée prochaine. Explication dans un instant. La ligne Morlaix-Roscoff a besoin d'être entièrement restaurée. L'investissement est important. Le collectif de sauvegarde de la ligne multiplie les contacts pour que les 20 km de voies ne soient pas abandonnés. Nos invités aujourd'hui nous font part d'une situation dramatique. Il n'y a pas assez de place pour les enfants en situation de handicap dans le Finistère. Marion Vatras, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maman d'un enfant en situation de handicap et vous représentez les parents d'enfants handicapés au centre médico-social précoce, le CAMS de Brest. Et à vos côtés, Jacques Philippe, le président de l'association des Papillons Blancs dans le Finistère. Et on fait le point avec vous dans un instant sur cette situation. Bonjour. Dans l'instant culture, à la fin de cette édition, on parlera de la nuit de la photo qui se déroule ce samedi à Ergué-Gabéric. Sandrine Bourbigo, bonjour. Bonjour. Vous nous expliquerez le concept de cet événement dans un instant. Bienvenue dans cette édition du mercredi 29 juin. Tout de suite, le point sur l'actualité en Finistère et en région. Débouté, le Conseil des prud'hommes de Morlaix a rendu sa décision ce mercredi. Les 377 anciens salariés de l'abattoir GAD ne sont pas reconnus comme licenciés économiques. Ils contestaient leur licenciement par leur ancien employeur, la SECAB. Pour rappel, les abattoirs GAD ont fermé en 2013. Près de 900 personnes avaient perdu leur emploi. On écoute Albert Bouget, ancien salarié, et maître Le Guillou Rodriguez, avocate des salariés, au micro d'Elvire Simon du Télégramme. Continuer, parce que c'est vrai que c'est pas logique qu'on ait fermé une boîte comme GAD et que tout part dans le Morbihan. Quand même, je trouve ça dommage, quoi. Donc, ici dans le Finistère, on perd tout. Le Conseil de prud'hommes a considéré que les personnes qui avaient accepté des reclassements et n'avaient pas eu de réponse, l'obligation de reclassement était violée et les licenciements de ce fait abusifs. En ce qui concerne les autres salariés, le Conseil de prud'hommes a décidé de considérer que l'obligation de reclassement était valable, ce que nous critiquons bien évidemment compte tenu de la jurisprudence actuelle. Donc la prochaine étape, c'est la Cour d'appel de Rennes. Nous ferons un point avec les salariés vendredi prochain pour expliquer effectivement les différentes étapes de la procédure et la décision finale qui appartient à la Cour d'appel. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, était dans le Finistère ce mercredi. Elle s'est rendue à l'hôpital de Carhaix, puis à Pont-de-Buis, et elle a terminé sa visite à Plougastel-Daoulas. À Carhaix, 8 ans après le combat pour le maintien de la maternité, la ministre n'est pas arrivée les mains vides. Les explications de Christophe Boucher. Sans un combat acharné en 2008, l'hôpital de Carhaix aurait pu perdre ses services de maternité et de chirurgie. Autant dire devenir un hôpital de campagne pour Christian Troidec, le maire de la ville. Ce serait aujourd'hui un hôpital pour la gérontologie, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de services actifs comme la maternité ou la chirurgie. Il fallait mener ce combat. 8 ans après, jour pour jour, sensiblement, la ministre vient ici dire qu'il faut qu'on continue à travailler dans ce sens. Avec ce déplacement à Carhaix, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, confirme la rumeur. L'hôpital aura dès le second semestre 2017 une IRM mobile 2 jours par semaine. Le reste du temps, elle sera basée à Guingamp. Je donne l'autorisation et j'apporte un financement pour que des travaux puissent être effectués de 560 000 €, ce qui est évidemment tout à fait important, sans compter que depuis 2012, une aide exceptionnelle est apportée à Carhaix de 500 000 € par an pour reconnaître la place que cet hôpital occupe dans le territoire breton. 500 000 € versés au titre d'hôpital isolé, un moyen aussi de lutter contre les déserts médicaux et d'attirer de nouveaux praticiens dans le pays COB. Depuis la fusion avec le CHRU de Brest, 10% des médecins travaillent de façon décentralisée, avec notamment des aménagements spécifiques. Et à Carhaix, effectivement, c'est plus difficile. Venir y travailler, effectivement, ça se fait. Venir y habiter, généralement, c'est ce qui pose le plus de soucis. On fait en sorte d'aménager ces postes de façon à ce que les praticiens aient au moins une journée d'activité sur le site brestois, ce qui leur permet de demeurer intégrés sur Brest. Et puis, ça leur fait quand même une journée de moins où ils ont le trajet à faire entre Brest et Carhaix.
Les pratiques changent, les médecins veulent aussi concilier vie privée et vie professionnelle. Temps où il y avait un médecin par village, ce temps-là, il est derrière nous, c'est fini. Désormais, il y aura une maison de santé pluriprofessionnelle par territoire. Et ici en Bretagne, nous voyons que la dynamique est lancée, puisqu'il y en a 55 pour la Bretagne, 15 dans le Finistère, ce qui prouve que la dynamique est enclenchée. Si ces mesures sont bonnes pour les médecins, elles le sont aussi pour les patients, de mieux en mieux soignés en milieu rural. Transport à présent et une facture qui s'annonce salée. Il faut 40 millions d'euros pour restaurer la ligne SNCF Morlaix-Roscoff. La présidente de l'association pour la sauvegarde de la ligne multiplie les démarches auprès des élus pour que le chantier démarre un jour. Les explications de Frédéric Lorenzo. Fermera pas, la ligne Morlaix-Roscoff va encore accueillir pendant l'été plusieurs milliers de voyageurs. Mais son avenir est toujours en suspens. Depuis cet hiver, par mesure de sécurité, les TER n'y circulent qu'à vitesse réduite. Résultat, il faut 47 minutes pour couvrir les 20 km entre Morlaix et Roscoff. Ce mardi, l'étude sur l'état de la ligne a été communiquée à la présidente de l'association pour la sauvegarde de la ligne. Résultat, il faut 40 millions d'euros pour rétablir le bon état des 22 km de voies ferrées. Certains vont dire que c'est cher, nous on dit que non, puisqu'en fait les travaux n'ont pas été réalisés dans les temps qu'il fallait. Ça a été une ligne ferroviaire oubliée. Pourquoi oubliée? Parce que entre Raides et Brest, toutes les autres antennes ferroviaires, Saint-Malo, Paimpol, Lannion, ont eu une modernisation et pas nous. Alors pourquoi pas nous? Parmi les points noirs, le viaduc de la Pinzée, il faut 15 millions pour refaire le tablier métallique. Un investissement nécessaire pour les défenseurs de la ligne. L'étude montre pourtant une baisse de fréquentation entre 2012 et 2014, logique pour Sylvie Fillon. Oui, bien sûr qu'il y a une baisse, mais il ne peut pas en être autrement, vu l'offre qui est complètement à minima. Et les trains déjà sont aux heures creuses. Et en plus, on parle dans cette étude de statistiques 2014, les statistiques 2015 sont nettement supérieures pour affaires et à flot, 8100 passagers, c'est énorme. Hein. Désormais, les besoins financiers sont évalués. Reste à savoir si le jeu de la restauration de la ligne en vaut la chandelle. Eh bien, SNCF Réseau nous a parlé donc d'une étude socio-économique à réaliser, et en espérant qu'elle ne tarde pas trop non plus, parce que je rappelle, la vitesse des trains est limitée à 40 km/h sur la voie, et je ne vois pas comment ça peut continuer comme ça. Après, ça ne peut être que la fermeture. L'association de sauvegarde multiplie les contacts avec les élus, et puis une réunion publique sera organisée le 18 août prochain à Roscoff. Les 50 écoles d'Iwan de Bretagne et de Loire-Atlantique ont besoin de professeurs. 10 temps plein sont nécessaires pour la rentrée en septembre. Les besoins portent surtout sur le Trégor, l'Ille-et-Vilaine et l'Est du Morbihan. Frédéric Lorenzo fait le point. C'est un système breton et bretonnant qui ne connaît pas la crise. Le mouvement d'Iwan accueillera plus de 4300 élèves dans ses écoles bretonnes et en Loire-Atlantique à la rentrée 2016. Problème, il manque une dizaine de postes d'enseignants bilingues pour accompagner ce succès. Que nous avons un corps enseignant relativement jeune, donc nous devons faire face à des temps partiels, des congés parentaux d'éducation, ce qui est tout à fait dans la logique des choses. Hein. Et d'autre part, on a 6% d'augmentation des effectifs là, de prévu pour septembre 2016. Et ça fait 250 gamins, donc élèves, en plus. Et ça correspond effectivement à des ouvertures de postes, des écoles qui grandissent. Et donc on a effectivement un besoin d'enseignants. L'école séduit de nombreux parents attachés à la langue et à la culture bretonne, mais aussi à une pédagogie et à un fonctionnement participatif. En effet, toutes les écoles sont des structures associatives, un atout aussi pour la relation parents-professeurs. Des écoles où les parents sont impliqués, et c'est aussi important, je pense, pour les enseignants de savoir que les parents sont attentifs à ce qui se passe dans l'école et sont toujours prêts à donner un coup de main aux enseignants. Donc ça peut constituer effectivement des plus. Le mouvement d'Iwan fêtera ses 40 ans en 2017. Certains enseignants qui ont commencé leur carrière vont donc partir à la retraite. Un mouvement qui va générer une demande supplémentaire de candidats enseignants bilingues.
Et pour plus d'infos ou pour postuler, vous pouvez contacter Diwan au 02 98 21 33 69. Comment les enfants en situation de handicap sont-ils pris en charge dans notre département? Des parents brestois ont décidé d'alerter les élus sur le manque de place. On en parle tout de suite avec nos invités. Alors Marion Vatras, vous représentez les parents du centre médico-social Centre d'action médico-social du Pays de Brest. Et Jacques Philippe, vous êtes le président des Papillons Blancs, une association qui gère des structures d'accueil dans le département et qui accompagne les personnes handicapées depuis les années 60. Alors Marion Vatras, vous avez adressé à Marisol Touraine, ministre de la Santé, une lettre qui a dû lui parvenir ce mercredi. Pourquoi avoir choisi d'alerter la ministre ? Alors il se trouve que justement, on l'a vu, elle est venue aujourd'hui dans le département, donc on a un petit peu sauté sur l'occasion. On s'est dit, on serait trop bête de ne pas en profiter. Voilà, donc la lettre, elle est là et elle est, j'espère, entre ses mains maintenant, puisque le député Richard Ferrand s'est engagé à lui remettre aujourd'hui. Pourquoi alerter la ministre ? Parce qu'on compte sur elle pour faire quelque chose pour nos enfants, parce que le problème, il est réel et il faut faire quelque chose. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est bien elle. Alors le problème, c'est que nos enfants, donc à la sortie du CAMS, donc à 6 ans, n'ont pas de place, n'ont pas assez de place dans les structures adaptées, que ce soit en IME, donc Institut médico-éducatif, ou d'autres structures qui peuvent les accompagner à l'école. Ils y rentrent à partir de quel âge les enfants dans le CAMS ? Alors, en fonction de l'âge où est dépisté leur handicap, ça peut être tout bébé si ça a été diagnostiqué pendant la grossesse ou à la naissance. Ça peut être plus tard, ça peut être de 3 ans, voilà, en fonction des diagnostics. Il y a aussi tout un travail de prévention qui se fait d'ailleurs au CAMS pour cela. Alors on va justement écouter le témoignage de 2 mamans du Pays de Brest qui pourraient aussi se retrouver sans structure en 2017 lorsque leur enfant aura donc 6 ans. Camille Pochet les a rencontrées. Patricia et sa fille, Héloïse, arrivent au centre d'action médico-sociale de Brest. Héloïse, comme sa copine Laure, a 5 ans. Toutes les deux, elles se rendent 3 fois par semaine dans ce centre. Au programme, séances chez l'éducatrice, l'orthophoniste ou encore la psychomotricienne. Les enfants sont accueillis dans le centre jusqu'à leurs 6 ans. Après, ils partent dans d'autres structures spécialisées et surtout adaptées à leur handicap. Mais à Brest, la demande est trop forte. Laure, par exemple, devait partir en institut médico-éducatif à la rentrée 2017, mais sa maman n'est pas certaine qu'elle aura une place. Ce qu'on sait, c'est que cette année, il y a eu des refus qui ont été faits parce qu'il manquait de place et que l'année prochaine, il y aura encore plus de demandes que cette année et que donc il y aura forcément plus de refus si des places ne sont pas créées. Donc c'est contraignant, surtout qu'on a 2 autres enfants à côté. Et mon mari est dans la marine, donc il part parfois 4 mois. Pour nous, l'IME, c'était super, quoi. Héloïse, comme Laure, seront peut-être privées de structures spécialisées pendant 1 ou 2 ans, quand elles devront quitter le centre à la rentrée 2017. Je vais reprendre le travail l'année prochaine. Mon mari est obligé de prendre la suite de mon congé parental pour pouvoir garder encore Héloïse à la maison, sortie du CAMS. Nous n'avons plus accès à des professionnels, sauf dans le libéral. Les listes d'attente sont extrêmement longues, ça peut aller jusqu'à 1 an d'attente. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'Héloïse pendant ce temps-là ? Si les 2 petites filles ne sont plus suivies, elles risquent de régresser. C'est vraiment pas ce qu'on veut, ni pour l'enfant, nous en tant que parents. On cherche des gens qui sachent s'occuper de nos enfants et que surtout ils ne soient pas laissés sur le bas-côté de la route parce qu'il n'y a pas de place. Laure, Héloïse et leur maman ont encore 1 an pour imaginer des solutions alternatives ou réussir à trouver une place dans des structures adaptées. Alors on l'entend, Marion Vatras, ces mamans sont inquiètes pour l'avenir. Combien de familles à Brest n'ont pas de solution pour la rentrée ? Alors pour la rentrée 2016, c'est-à-dire dans 2 mois, 4 familles n'ont pas de place. Donc on fait leur demande, mais n'auront pas de place. On peut dire ça comme ça parce que ce sera comme ça. Pour la rentrée 2017, il y en aura une quinzaine parce que les prévisions font que l'année prochaine, il y a beaucoup plus d'enfants qui vont sortir. Et donc c'est un problème qui va se reporter d'année en année et qui concerne pas uniquement les enfants. En fait, c'est vraiment toutes les structures. C'est une pyramide. Ça part des personnes vieillissantes et ça remonte jusqu'à nos enfants à 6 ans. Alors Jacques Philippe, on vient d'entendre la situation pour le Pays de Brest avec le CAMS, mais la situation est similaire dans le reste du département. C'est la même chose, c'est la même problématique ? Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas assez de place dans les IME.
Ce sont des places qui sont financées. Les instituts médico-éducatifs. Oui, Marion l'avait précisé tout à l'heure, les instituts médico-éducatifs. Et donc, les places sont financées par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et donnent un certain nombre d'agréments aux établissements. Lorsque l'on atteint ce quota, s'il y a des enfants qui restent à la porte, eh bien, on est obligé de refuser leur admission. Et donc là, il se passe plus rien pour eux, c'est aux parents de les prendre en charge, avec le risque que, comme on entendait dans le reportage, tout l'apprentissage s'arrête. Tout à fait, et c'est ce que disaient certains parents, et moi c'est ce qui m'interpelle un peu, c'est que est-ce qu'on va en arriver à la création des papillons blancs il y a une 50aine d'années, comme vous le disiez, où monsieur et madame Garapin accueillaient dans leur appartement à Brest en 1962 les enfants qui étaient considérés comme débiles parce que l'éducation nationale refusait de les prendre. Et là, on est en train de tendre à cette solution, c'est-à-dire que des parents nous disent mais s'il n'y a pas de structure, est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? C'est quand même délicat et c'est difficile de pouvoir dire à des parents, alors qu'ils ont commencé, leur enfant a commencé à se développer, à dire tout à coup, on arrête, rupture de parcours, ce qui est tellement compliqué, etc. Est-ce qu'on ne dirait pas à un parent qui inscrit son enfant à 6 ans en CP, on ne lui dirait pas, il n'y a pas de place pour toi? Il n'y a pas de place, il reste en maternelle. Ouais, ça serait un petit peu difficile à entendre. Combien de places existent dans le Finistère, justement, pour l'accueil de ces enfants, adultes aussi, en situation de handicap? En sortant de CAMS ou bien alors en... Non. Tout confondu. Tout enfant sortant, je ne le sais pas. Je ne veux pas me lancer. Le problème... Vous, Papillon Blanc, par exemple, qui gérez des structures, vous accueillez combien d'enfants, d'adultes? 1450 personnes, 1450 personnes accueillies et encadrées par environ 800 professionnels. Le problème, c'est ce que disait Marion tout à l'heure. Cette rupture, il ne faut pas qu'elle puisse se produire. Et nous arrivons dans les IME, je voudrais parler d'un problème un peu important, nous arrivons dans les IME avec des jeunes qu'on appelle amendements cretons, qui sont les cretons. C'est-à-dire des jeunes qui ont plus de 20 ans, qui ont une orientation pour aller dans un foyer de vie ou dans un ESAT. Comme il n'y a pas de place pour eux, ils restent dans l'IME et du coup, voilà, il n'y a pas d'entrée. Ce que vous demandez pour le CAMS, c'est que cet amendement soit appliqué aussi pour les petites plus 6 ans qui puissent rester dans la structure. Alors ce sera un peu par défaut parce que ça voudrait dire on reporte le problème sur l'entrée dans le CAMS qui est déjà saturé. Il y a déjà 140 enfants qui fréquentent régulièrement le CAMS. Donc ça voudrait dire les nouveau-nés à qui on propose un accompagnement précoce, et c'est très important pour eux, ils seraient eux-mêmes sur une liste d'attente. Donc finalement, la solution, elle n'est pas forcément là. Il faut vraiment pouvoir créer des structures en bout de chaîne pour les personnes plus âgées, que ça fasse un appel d'air et que ça libère un petit peu. Et puis, de manière plus urgente, trouver une solution pour nos enfants à 6 ans en attendant ce déblocage. On sait combien de places il faudrait pour le département pour réussir à pallier la situation ? Alors actuellement, le département l'a reconnu officiellement. Il y a 450 places de foyers de vie qui ne sont pas honorées. Il y a plus de 1000 places. 450 places. Il y a 1000 places de personnes qui sont en inadéquation. Ça peut être une manque de place ou bien quelqu'un qui est déjà dans un foyer mais qui a une autre orientation. Mais par contre, en place de foyer de vie, il manque 450 places. Il est bien évident que s'il y avait cet appel d'air, la solution se résorberait d'elle-même. Est-ce que c'est aussi un manque de financement? Il y a besoin d'argent? Bien évidemment. C'est le nerf de la guerre. C'est une question de priorité politique avant tout. Ça, c'est le conseil départemental. Vous faites aussi un appel pour le conseil départemental? Pour les IME, c'est l'Agence régionale de santé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et par contre, pour les établissements comme foyer de vie ou foyer d'hébergement pour travailleurs des ZAD, c'est le conseil départemental. Alors, il n'y a pas uniquement des places de foyer de vie, parce qu'il peut y avoir aussi, il faut bien le reconnaître, d'autres solutions non seulement palliatives, mais qui peuvent être des alternatives intéressantes. Mais toujours est-il qu'il y a quand même un manque latent de places qui fait que, nous avons des jeunes qui sont en CAMS et qui ne vont pas avoir de place cette année dans un IME. Cette année, c'est 4, l'année prochaine, c'est 17, et dans 2 ans, c'est 30. Ce qui est terrible, c'est qu'on demande aux parents d'être force de proposition, alors qu'on aimerait bien qu'effectivement on n'ait pas à se surajouter ce problème-là. Alors que le quotidien est peut-être déjà assez lourd. Voilà, comme on pouvait le voir dans le reportage. Dans le reportage, tout à fait. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau, partager avec nous cette situation. On passe tout de suite à l'instant culture.
Alors Sandrine Bourbigo, vous êtes photoreporter et vous organisez la 9e édition de la Nuit de la photo. C'est la première édition en Finistère et elle se tiendra ce samedi à Ergues-et-Gabéric. Expliquez-nous le concept de cet événement. C'est un concept que j'ai créé avec la chanteuse Anne van der Love en 2010 et c'est un concept qui permet de présenter une photo différente, le tout accompagné musicalement en live. On fait venir des artistes qui chantent, voilà, on peut voir là nous étions au Théâtre Antique d'Orange. Voilà, nous étions au Théâtre Antique d'Orange, on a défendu différentes causes et là c'était à Guidel dans le Morbihan et à chaque fois on met en adéquation la musique et l'image. On présente une photo différente dans le sens où le photojournalisme que l'on présente est quelque chose de très très fort et en le mettant en image justement et en musique surtout, ça permet de voir les choses différemment. Et puis c'est pour tout public. C'est pas en exposition où on les voit voilà, sur un tirage accroché, là c'est en écran, sur un écran géant. Géant. L'écran fait 100 mètres carrés, c'est un écran géant que l'on déploie. Déjà l'écran en lui-même apporte quelque chose de fort. Alors, vous présentez votre projet comme un événement photo lié aux libertés bafouées. Vous pensez à quoi, par exemple ? Le travail des enfants à travers le monde, les femmes SDF. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui de liberté bafouée. On parle de Charlie, voilà, par l'intermédiaire de la chanteuse Anne van der Love qui leur a dédié un titre. Eh bien, ce matin, je lisais la presse et je vois que Charlie Hebdo a encore reçu des menaces. Liberté bafouée, c'est un tout. C'est aussi bien en France qu'à l'étranger. Ça se passe partout. Et est-ce que le travail des photoreporters, lui aussi, se complexifie ? Tout à fait. Il y a la liberté de la presse devient rigide. C'est très très compliqué aujourd'hui de faire son travail. Même en France aujourd'hui, c'est très compliqué. Reporters sans frontières a fait un recensement sur la liberté de la presse et la France malheureusement est très mal placée. Or la France est un pays de droit, on peut s'attendre à avoir autre chose. Et je crois qu'elle est en 47e place, enfin quelque chose comme ça, c'est quand même... Alors parlons de l'événement un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Qui va-t-on pouvoir voir ? Quelles photos ? Alors on va voir des photos notamment de notre parrain qui est belge, qui s'appelle Nicolas Landemar, qui nous a fourni un reportage qui s'appelle les Invisibles. C'est sur les migrants. On va pouvoir voir un autre reportage qu'il a fait sur l'actualité « Je suis Bruxelles », c'est-à-dire qu'il a couvert les attentats à Bruxelles. On va pouvoir voir également un reportage d'une photographe qui s'appelle Floréal et qui nous propose un reportage sur la place de la République. Donc c'est très actualité. Hein. Oui, tout à fait. On colle à l'actualité et en même temps on parle de sujets qui sont complètement oubliés aujourd'hui, tels qu'Haïti. Et d'ailleurs, cette soirée est dédiée aux enfants d'Haïti. Et les bénéfices de cette soirée iront à Haïti, au Père Cabioche, c'est un missionnaire blanc qui œuvre là-bas pour les enfants en Haïti, pour leur apporter en tous les cas une éducation et une scolarité. Rapidement, il y aura aussi des jeunes talents, c'est pour promouvoir la photographie, le photoreportage. Tout à fait, il y aura des jeunes talents, il y aura aussi un tremplin jeune artiste, voilà, il y aura tout un tas de choses. Il y a Colline Hill qui sera sur scène en même temps que, voilà, qui sera sur scène en même temps qu'Anne van der Love. Donc musique et photo vont se lier. Tout à fait. Avec l'actualité, pour rendre la musique peut-être un peu plus doux aussi. Oui, puis ça adoucit. Il paraîtrait que la musique adoucit les mœurs. Bon, ça fait du bien peut-être un peu. Merci Sandrine Bourbigo d'être venue sur notre plateau. On rappelle que cette nuit de la photo se tiendra à Ergues-et-Gabéric le samedi 2 juillet à 21h au stade de Kerana et c'est l'heure du Focus Programme. Et ce jeudi à 18h30, retrouvez un numéro de votre magazine Embrun, votre magazine consacré à la voile. On regarde un extrait du sommaire. 3, 2, 1, top départ. C'est un mythe. Une course qui en a fait rêver plus d'un. La solitaire a fait des carrières et des réputations. Le 19 juin dernier, 39 marins se sont lancés à la conquête de la solitaire Bompard Le Figaro. Des jeunes premiers, des Anglais, des marins aguerris, des hommes et des femmes qui ne rêvent que d'une seule chose, aller vite sur l'eau. Nous avions rencontré le tandem Chabani-Tabarly en février dernier. Ils nous révélaient alors leurs ambitions et leurs rêves les plus fous, gagner ensemble la Transat AG2R et atteindre la plus haute marche du podium sur la solitaire. Un duo de vainqueurs qui, après avoir atteint son premier but, continue de rêver. Rencontre.
Et puis dans Brun, vous pourrez aussi découvrir un portrait du nouveau directeur de course du Vendée Globe, le marin du Finistère Nord, Jacques Carès. En Brun, c'est donc ce jeudi à 18h30 sur votre antenne. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre site internet www.tbo.bzh et nous suivre également sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour un nouveau magazine d'actualité. Très bonne soirée sur TBO.